8h26. Vous suivez Matin Manitobain. Ici, Leslie Binin avec Mathias Clark jusqu'à 9h. Nous sommes avec vous jusqu'à 9h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité d'exception, journaliste, communicateur, entrepreneur, infatigable, défenseur de la francophonie. Roger Turenne nous présente son livre « Dans la cour des grands », le parcours audacieux d'un franco-manitobain. À travers ses mémoires, il nous entraîne dans un récit personnel, mais aussi collectif, celui d'un peuple qui persévère, qui rêve et qui agit. Un parcours ancré dans les prairies, mais connecté aux grands enjeux de la société. Entrez avec nous dans l'univers d'un homme qui a osé croire que les franco-manitobains avaient toujours leur place dans la cour des grands. Bonjour, Roger Turenne. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. De prime abord, j'avais demandé qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là maintenant? C'était à peu près temps, parce que si j'attendais plus longtemps, là, j'ai 82 ans, alors c'est pas quelque chose qu'on peut remettre. D'ailleurs, je l'avais déjà remis très souvent, mais il y a eu un déclic qui s'est produit il y a à peu près 12 ans, alors que je faisais un voyage en canot dans le nord de l'Ontario avec ma petite fille Léa, qui à l'époque avait 10 ans, puis un soir, dans la tente, dans nos sacs de couchage, je lui racontais des histoires de ma vie, tout ça. Puis elle en demandait toujours d'autres. Alors, j'ai dit, non, là c'est ton tour. Toi, raconte-moi une histoire. Et elle me répond, non, moi j'ai 10 ans, toi t'en as 70, c'est toi qui as les histoires, puis je veux toutes les connaître. Alors là, je me suis dit, oui, mais si je les mets pas sur papier, ces histoires-là, ça va se perdre. Et sa mère, ma fille, Nathalie, elle me disait souvent, papa, quand est-ce que tu vas écrire ton livre? Parce qu'elle, ma carrière diplomatique, s'est terminée l'année de sa naissance. Donc, elle n'a pas eu de contact direct avec cette histoire-là. Mais, alors, il y avait un désir de ce que ma progéniture, si vous voulez, sache de ces choses-là. Mais il y avait aussi une autre raison. C'est quand j'ai quitté les fonctions publiques au Manitoba, mon patron à l'époque, qui était le secrétaire au cabinet, a dit, Roger, qu'est-ce que vas-tu écrire un livre? Il dit, tu es la seule personne qui a une vision de l'intérieur, qui a vu de l'intérieur toute la question de la crise linguistique. Il dit, tu l'as vu de tous les côtés, puis d'ailleurs, t'as été l'instigateur de bien ces choses-là. Alors, vas-tu écrire un livre? Ouais, peut-être. Franchement, c'était une tâche assez importante, puis j'ai repoussé ça. Mais vint la COVID, et puis j'étais plus tellement jeune, alors je dis, OK, c'est maintenant ou jamais, là. Je le fais, puis alors, il y a 4 ans, j'ai commencé à mettre ça sur papier, puis il y a un désavantage à attendre si longtemps, c'est que plusieurs des personnes que j'ai côtoyées au fil de toutes ces aventures, ceux qui étaient plus âgés que moi, mes patrons, tout ça, la majorité étaient tous décédés. Alors, faut pas attendre trop longtemps, là, tu sais, parce que des personnes dont je relate mes rapports, tout ça, il y aurait dans les 90, dans les 100 ans maintenant. Alors, ça, c'est un élément, là. Et un autre problème, c'est que je n'avais jamais anticipé d'écrire des mémoires. Et je n'ai jamais tenu de journal intime à laquelle je pourrais me référer. Alors, il y a énormément de choses qui sont tirées de la mémoire, et ça, c'est pas toujours évident. 100% fiable. Ouais. Alors, ça l'a exigé beaucoup de recherche. Heureusement, j'avais une correspondance assez ample à l'époque où on écrivait des lettres, là, pas des courriels, oui. Et des découpures de journaux aussi, parce que on a écrit à mon sujet, puis j'ai écrit moi-même des articles dans les journaux. Là, il y a des points de repère. J'avais aussi gardé une copie conforme de tous les documents que j'avais préparés à l'intérieur du gouvernement manitobain,
Mais je me suis pas posé la question à l'époque si c'était légal ou pas, mais en tout cas, j'ai des copies conformes de tout ça. Alors ça, c'était très utile. Ça a aidé, hein? Alors, ça a exigé beaucoup de recherche, mais finalement, après 4 ans, ben voilà. On parle d'un parcours audacieux. Quel a été le moment le plus marquant pour vous dans votre vie professionnelle et puis votre vie en tant que militant? Oh là là, c'est une grosse question. Probablement le jour où le premier ministre conservateur de Gary Filmon avait adopté une politique des services en français qui était vraiment large, qui était vraiment sérieuse. Et lorsqu'il a après qu'il ait déposé, il a annoncé cette politique-là à l'Assemblée annuelle de la SFM, au grand étonnement de tout le monde, parce qu'on ne s'attendait pas qu'un premier ministre conservateur irait aussi loin dans son discours en utilisant un langage qui, 7 ans auparavant, aurait paru extrêmement controversé et dangereux, et pourtant, il l'a prononcé. Et le lendemain, il convoque tous les sous-ministres du gouvernement et les PDG des grandes sociétés de la couronne. Et il a dit, cet après-midi, je vais déposer la copie de cette politique-là devant la législature. Vous êtes au courant de ce que ça contient. Mon gouvernement soutient à 100% cette politique. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, consultez Roger, et j'étais à ses côtés. Il dit, sur toutes ces questions, il parle en mon nom. Alors là, il me donnait une influence et un pouvoir inouï. Et lorsque un ministre du gouvernement était pas content de certains aspects, il fallait s'il dérogeait à la politique le moindrement, je disais non. Et si t'es pas content, tu peux faire appel au premier ministre, mais dans tous les cas, le premier ministre a dit non, c'est la politique, on la suit. Alors, ce pouvoir-là, cette influence-là, ça dépendait entièrement de la confiance. Parce que ce n'était pas légiféré. Je n'avais pas de pouvoir législatif ou même dans les décrets du gouvernement. C'était fondé entièrement sur cette parole-là où le premier ministre disait, sur toutes ces questions, il parle en mon nom. Alors, si je dois choisir là, un moment là qui est le summum, là, ça serait là. Mais j'ai eu plusieurs carrières. J'imagine. Alors ça, c'est du côté francophonie au Manitoba, mais il y a eu des hauts aussi en diplomatie et dans le domaine environnemental. Restons dans la francophonie. Comment décrirez-vous l'évolution de la francophonie manitobaine depuis vos débuts? Qu'est-ce qu'on entend depuis nos débuts, là? Parce que depuis des années-lumière, comment la francophonie se déroule jusque-là? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'il y a eu un progrès? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Il y a encore du travail? Il y a toujours des efforts à faire, mais tout dépend de notre point de départ. Si le point de départ, c'est 1890, puis là, c'est la catastrophe, puis si on compare les deux situations, c'est des progrès énormes. Si l'on compare à un certain idéal, à ce que ça devrait être, il y a des consultations actuellement pour définir le Manitoba comme une province bilingue. Ça veut dire quoi exactement? Si on le mesure par rapport à une situation idéale, oui, comme vous dites, il y a beaucoup de chemin à faire. Mais moi, je suis quand même assez impressionné, émerveillé même, du chemin qui a été parcouru dans les derniers 20 ans, dans les derniers 30 ans. La situation qui existe actuellement aurait paru totalement inconcevable
dans les années 70, dans les années 60, 70. Et je me souviens, quand j'ai quitté le Manitoba en 67 pour aller à Ottawa pour faire membre du service diplomatique canadien, quand j'ai traversé la frontière, l'Ontario, j'avais la certitude que je ne reviendrai jamais. Et une des raisons, c'est est-ce que je veux vraiment vivre dans une province où je ne peux pas envoyer mes enfants à une école française. Et il n'y avait pas d'école française à ce moment-là, en 67. On pouvait enseigner le français comme langue, mais on ne pouvait pas, c'était interdit d'utiliser le français comme langue d'enseignement. Bon, c'était pas très accueillant, mais la situation a évolué assez rapidement par la suite. Et là, je commençais à poser des questions. Oh là là, on a des écoles bilingues, puis 3-4 ans plus tard, des écoles françaises, et la création de centres culturels, et puis l'Institut pédagogique, puis wow, c'est vraiment, c'est plus la province que j'ai quittée, là. Et lorsqu'il y a eu le cas Forêt, moi, je recevais la liberté à l'étranger, bon, en Afrique, en Suède, tout ça, puis bon, elle arrivait, tu sais, 2-3 semaines, 1 mois en retard, mais c'était quand même oui. la liberté. Puis j'ai dit, tu sais, c'est fascinant, puis j'étais curieux, tout ça. Alors j'ai pris, après 12 ans d'être à l'étranger, à Ottawa, j'ai pris un congé sans solde pour revenir au Manitoba et écrire un livre, de me retremper dans... Et ça a donné comme résultat mon premier livre publié il y a 44 ans, là, on se date, Mon pays noir sur blanc. Et par coïncidence, en quelque sorte, c'était le temps où Georges Forêt a gagné sa cause, Cour suprême, le gouvernement ne savait pas quoi faire. Et là, ils ont créé un poste de conseiller spécial pour essentiellement dire, écoutez, on est dans le pétrin, là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Et puis, ce poste-là a été créé, j'ai postulé, je l'ai eu, puis je suis revenu. Mais dans un contexte, non seulement un contexte différent, mais un contexte dans lequel je pouvais agir et de modifier la situation. Si ça n'allait pas, j'avais la possibilité d'agir sur l'évolution de la francophonie au Manitoba. Alors, j'ai saisi l'occasion. Et vous avez fait de votre mieux. Alors, vous avez côtoyé des politiciens, journalistes, des leaders. Qu'est-ce qui distingue les grands de vous, selon vous? Ils sont à des postes d'influence, mais c'est des gens comme tout le monde. Et il faut, pour avoir de l'influence sur ces gens-là, je ne pouvais jamais parler d'autorité, mais je pouvais avoir de l'influence. Et là, il s'agissait de persuasion. Et pour persuader quelqu'un, surtout persuader quelqu'un de changer ses idées, parce que plusieurs des conservateurs avaient combattu farouchement le projet d'amendement constitutionnel. Et puis, 7 ans plus tard, c'est ce même gouvernement-là qui allait aller encore plus loin dans certains aspects. Alors, là, il faut être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Qu'est-ce qui fait un déclic, là? Je peux donner un exemple. C'était dans le domaine de la santé. À ce moment-là, Santé Manitoba, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de service en français. Et je me souviendrai que sous le gouvernement NPD, le député premier ministre, c'est le député de Saint-Boniface, Laurent Desjardins. Il était aussi ministre de la Santé. Et je lui discutais de ça avec lui, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les hôpitaux. Puis sa réaction, c'est, écoute, Roger, je suis pas pour dire aux sœurs grises comment gérer leur hôpital. Bon. Alors, OK. Il était très nerveux, Desjardins. Il voulait pas trop offusquer la majorité et tout ça. Bon. Changement de gouvernement. Puis là, le ministre de la Santé, c'était dénommé Don Orchard, qui avait été un des plus farouches opposants au projet d'amendement constitutionnel. J'avais dit, j'ai rien à perdre. Je vais aller voir Don Orchard, tu sais, quand ils ont pris le pouvoir, là. Et puis, j'ai tout simplement
J'ai dit, je m'en viens pas vous dire quoi faire, là. Je m'en viens chercher votre avis. Comment est-ce qu'on devrait aborder la question? Il s'attendait pas trop à ça. C'est vrai que je dis, tu sais, il n'y a pas de service en français dans les hôpitaux. C'est juste par hasard. Si l'hôpital décide d'embaucher une réceptionniste bilingue, comme l'hôpital Saint-Boniface, mais c'est pas vraiment des services en français, ça. Ça fait qu'à un moment donné, il me dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Il dit, regarde ce qui se passe au Québec, là. Ils font toutes sortes de mesures contre la minorité anglophone, puis nous autres, j'ai dit, oui, c'est vrai, ils font des choses comme ça, mais dans le domaine de la santé, là, au Québec, il y a une loi, la loi sur la santé, et qui oblige les hôpitaux, la plupart des grands hôpitaux, surtout à Montréal, d'offrir des services en anglais. Puis j'avais anticipé son objection. J'avais apporté avec moi la copie de la loi québécoise sur les services de santé. Je sors ça de mon cartable, je lui montre, je dis, voici la loi québécoise. Puis il dit, c'est avec sa réponse, c'est, well, I'll be damned. Tu sais, il dit, I didn't know they did that. Je savais rien de ça. Puis je dis, moi, je ne propose pas la même chose. Tout ce que je propose, c'est qu'on fasse une étude pour voir quelles sont nos ressources. Puis, à partir de là, on va décider d'une politique. On s'engage à rien pour l'instant. Je veux tout simplement, je vous suggère de faire une étude. Alors, bon. Alors, il dit, OK. Il y a un revirement complet, mais je ne l'ai pas affronté. Et je lui ai fait découvrir le contexte dans lequel ça se passait. Et ça a donné lieu à l'étude Gauthier, de Maurice Gauthier sur le service en français, qui a conduit éventuellement à Santé Manitoba et tout ça. Alors, ça, c'est un exemple là, de la façon dont j'essayais d'être persuasif là, et d'être audacieux aussi. Parce que j'arrive dans son bureau avec la copie de la loi québécoise. Tu sais. Wow, quelle audace, hein, quelle audace, pouvoir de persuasion. J'ai dit, quel message souhaiterez-vous transmettre aux jeunes francophones des prairies qui doutent parfois de leur place? D'abord, il n'y a aucune raison de douter. Il y a un phénomène important, c'est qu'il y a quand même une acceptation du fait français, de la légitimité de fonctionner en français, ce qui n'était pas le cas dans les années 50, 60. On faisait tout en cachette. Maintenant, c'est ouvert. Écoute, Louis Riel est reconnu par le gouvernement comme le premier ministre. Bon, oui. C'est un beau slogan, historiquement, c'est pas exactement vrai, mais enfin, c'est tout pour dire que il y a une acceptation. Ce n'est pas choquant que de voir, tu sais, puis personne qui s'offusque de regarder son permis de conduire puis qui est dans les deux langues. Bon, le véritable problème de la francophonie, de l'épanouissement de la francophonie ne vient pas aujourd'hui de forces extérieures. Ce ne sont pas des gouvernements on n'a pas à résister contre. Les gouvernements, généralement, sont nos alliés. Le problème vient de l'interne. C'est toutes les forces assimilatrices. L'Internet, c'est YouTube, c'est TikTok, ce sont les mariages interculturels. Alors, c'est ça le problème actuellement. Et je trouve que la DSFM, c'est notre arme principale. Je suis allé à une cérémonie hier à l'école Précieux Sang c'est pas de remise des diplômes, mais c'est une cérémonie d'adieu pour les finissants qui vont aller dans d'autres écoles. L'an prochain, c'était 8e année, et j'ai un de mes petits-fils qui était justement en classe. Et j'ai vu ce dynamisme-là. Et j'ai vu aussi la diversité culturelle. Il va en avoir des étudiants d'une douzaine de pays. Et c'était toute la diversité multiculturelle de la francophonie manitobaine. Quand j'étais jeune, je pense que j'ai jamais été dans une classe où il y avait une personne noire. Ouais. Bon, là, c'est la moitié des classes. Ouais, c'est ça, c'est dynamique, c'est intéressant, c'est une poussée vers l'avenir.
Alors, c'est ça qui est encourageant, mais l'avenir, ça va se déterminer à l'intérieur de la communauté et non pas en fonction de les gouvernements vont faire des déclarations de langues officielles, tout ça, mais c'est dans le quotidien que ça se passe, voyez-vous. Et c'est cette diversité-là qui fait notre force ici. Avant de terminer l'entrevue, vu qu'on n'a pas assez le temps qui nous reste, vous m'avez parlé d'un fait intéressant sur le livre qui a été écrit dans les 2 langues en même temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça? Oui, ben là, quand j'ai décidé finalement d'écrire ces mémoires-là, ben là, j'avais une décision à faire. Est-ce que je l'écris en français ou est-ce que je l'écris en anglais? Parce que toute ma vie, j'ai fonctionné dans les deux. Je me considère comme biculturel et les deux cultures sont parties et j'ai écrit et j'ai publié dans les 2 langues. Alors, OK, il y avait des raisons qui me motivaient d'écrire en français parce que c'est une histoire qui intéresse de beaucoup les francophones, mais c'est aussi une histoire, toute la question de l'environnement, toute la question de la diplomatie, c'est là une portée beaucoup plus universelle. Avec là, j'ai dit, OK, je vais faire les 2. Mais je voulais pas l'écrire dans une langue, puis ensuite le traduire dans une autre. J'ai fait les 2 en même temps. J'écrivais un chapitre en français, j'écrivais un chapitre en anglais. Ensuite, je le traduisais moi-même et je l'adaptais parce que j'ai un style d'écriture qui est un peu différent en français et en anglais. Bon. Alors ça se reflète dans les 2 livres. Ensuite, je voulais que ce soit publié par 2 maisons d'édition différentes, indépendantes l'une de l'autre. Une qui procéderait selon les valeurs de la communauté dans laquelle il se trouve, comme les éditions du Blé pour la version française. Et c'est une maison d'édition de Toronto, de prestigieuse d'ailleurs, c'est Sutherland House de Toronto, qui, dans 2 mois, la version française a 2 mois d'avance, là. Oui. On est privilégiés. Ben, c'est ça. Alors, la version anglaise va être lancée dans le 2 septembre, là, la date provisoire, et ça s'intitule Bit Player on Big Stages. Oh. Ça se rapporte un peu, c'est coïncidence, là, mais on parle de la cour des grands. Ben, ça, c'est les big stages. Ouais. Mais l'accent va être différent, la conception graphique est différente, la préface en anglais, the forward, est écrit par 2 personnes différentes. C'est Raymond Hébert, le politologue bien connu au Manitoba français, qui écrit la version. Et c'est Paul Thomas qui a écrit le forward dans la version anglaise. Ensuite, du moment que j'ai commencé à travailler avec 2 maisons d'édition, ben, les éditeurs avaient différentes perspectives, ils faisaient des suggestions différentes. Alors là, il a commencé à avoir un peu de divergence. Il y en a un qui me recommandait un changement, puis là, je me suis dit, ben OK, mais est-ce que je veux vraiment faire le même changement dans l'autre version? Des fois, c'était oui, des fois, c'était non. Oui. J'ai demandé, c'est un beau parcours, hein. Ça prend une tête bien pleine pour écrire dans les 2 langues simultanément. On apprécie ça. Qu'est-ce serait, en revisitant votre vie rapidement, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Oh! Je dirais non. J'ai eu beaucoup de chance. Tout ce parcours-là, je l'ai pas fait seul. Et dans le livre, j'ai énormément de remerciements à faire. Je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans l'appui des autres. À l'intérieur du gouvernement, j'ai eu l'appui de 2 premiers ministres et de 4 secrétaires au cabinet, tous avec un esprit ouvert et dans tous les cas qui me laissaient les coups des franches pour procéder. Même chose en diplomatie. Je me suis trouvé dans des situations parfois par hasard. Mon premier poste, c'était Paris à l'UNESCO. J'arrive là, mon ambassadeur est mourant de cancer, et puis il veut pas le dire à Ottawa. Ça fait qu'il dit, bon, c'est toi qui t'en charge de la musique. Alors, à l'âge de 27 ans, j'arrive à Paris et je suis, à toute fin pratique, chef de mission, avec aucune expérience. Puis il dit, bon, laisse-leur pas savoir là, à Ottawa, parce que s'ils savent, ben ils vont me rapatrier, puis je veux mourir ici. Bon, mon médecin est ici, mes amis sont ici, j'ai d'excellents services de soins de santé, je suis bien dans mon appartement de luxe au centre-ville de Paris. Ça fait que, alors ça a duré pendant des mois, puis finalement il est décédé.
Alors là, Ottawa m'a nommé officiellement délégué permanent du Canada auprès de l'UNESCO. Bon, là, j'avais 27 ans, OK? Oui. Alors, encore une fois, c'est les circonstances qui m'ont placé dans des situations dont j'ai pu saisir l'occasion, si vous voulez, mais non. Comme le disait Edith Piaf, non, je ne regrette rien. On devrait jouer cette chanson-là, Edith Piaf, non, je ne regrette rien. Mais dans la cour des grands, ce n'est pas seulement le récit d'un homme, c'est aussi celui d'une communauté fière, combative et inspirante. Merci beaucoup, Roger Turenne, d'avoir partagé avec nous ce témoignage, la vibrante courage, d'engagement et de lucidité. Si je peux me permettre une petite annonce, le lancement officiel, c'est mercredi soir au Salon Empire du Centre culturel et tout le monde est invité, c'est à 7h. Et puis, j'aimerais rencontrer le plus grand nombre de personnes possible.